Voilà, je me trouve dans le quartier de Benevento, un quartier donc réputé par cette activité donc ancestrale, artisanale, qui est donc le tissage de couvertures en laine ou encore de burnous ou de manteaux en laine dit Kadroun Ajerba. Il faut dire que dans le temps, il existait un grand nombre donc d'ateliers de tissage. Aujourd'hui, donc, il ne reste que quelques-uns qui sont encore opérationnels et fonctionnels, comme celui que, donc, je vais vous faire visiter. Sinon, que les autres donc, se sont écroulés, donc ils ont été laissés à l'abandon suite au déclin qu'a connu l'activité donc, du tissage de la laine, dû bien sûr au problème majeur qui est le problème donc de la difficulté donc de faire écouler donc les, les, les couvertures en laine ou autres vêtements en laine sur le marché local ou même sur les marchés touristiques, euh, lesquels dans le temps absorbaient donc la majorité de ces produits-là. Mais malheureusement, de nos jours, on a du mal à faire écouler donc les produits de tissage. C'est pour cela, bien sûr, que cette activité-là, se trouve en passe de disparition. Seuls quelques artisans donc s'accrochent encore et tiennent encore à cette activité, comme M. Mahmoud, donc le seront donc que vous allez voir donc sur la vidéo. Évidemment donc dans le temps, cette activité donc était une activité prospère, rentable et florissante. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, avant donc de vous présenter l'architecture même donc, de ces ateliers de tissage, parlons un peu de l'activité elle-même, c'est-à-dire le tissage, le travail de la laine, qui est une activité ancestrale remontant à l'époque phénicienne et transmise de père en fils au fil des siècles. C'était, il faut le dire, les Phéniciens qui avaient extrait la pourpre du mérex là, pour teinter la laine. Alors, le travail de la laine, justement, passait par plusieurs étapes, à savoir le lavage des peaux de laine dans l'eau de la mer, le sevrage, le plâtrage, le cardage, le filage et la teinture. Donc, tout d'abord, la laine séparée de sa peau était lavée à l'eau de la mer dans des paniers tressés en osier, puis exposée à une vapeur sulfureuse pour la désinfecter, ensuite trempée dans du plâtre pour la blanchir et purifier. Enfin, on la faisait sécher au soleil et la dépoussiérer. Ces étapes étant achevées, on passait au travail toujours assuré par les femmes réunies dans le vestibule de la maison traditionnelle appelée la skifa et sirotant bien sûr un thé à la menthe. Ces femmes-là cardaient donc la laine avec des cardes ou encore filaient donc la laine en se servant d'un fuseau et d'une quenouille. Une fois préparé, on passait au tissage de couvertures dans des ateliers réservés aux tisserands, évidemment. Alors, l'atelier donc de tissage est un véritable donc joyau et génie, bien sûr, de l'architecture djerbienne. En effet, il a une architecture assez singulière et qui est adaptée au climat chaud de l'île. Son allure majestueuse et imposante a fait de lui un élément distinctif des décors et paysages djerbiens. Le fronton à la forme triangulaire rappelle celle du Capitole romain. Il est doté d'un portail bleu, généralement, contrastant avec la couleur blanche éclatante des murs, créant ainsi un joli contraste de couleurs. Donc, ces deux couleurs, donc, on le trouvait donc partout, dans tous les ateliers de tissage, mais ici, ce n'est pas le cas parce que l'atelier là a été longtemps laissé abandonné et il a été restauré et il n'y a pas longtemps. C'est pour cela donc qu'il est devenu désormais donc opérationnel. Alors, tout à fait en bas et à droite et à gauche du portail se trouvent deux petites fenêtres
qui permettent la pénétration des 3 faisceaux lumineux qui permettent d'éclairer l'intérieur, mais empêchent l'entrée du grand soleil pour préserver la fraîcheur à l'intérieur durant les mois chauds de l'année. L'atelier est semi-souterrain. En effet, ces soubassements sont à 1 mètre de profondeur dans le sol, ce qui lui donne l'aspect d'une cave, assurant ainsi plus de fraîcheur nécessaire l'été. 3 à 4 petites marches oblongues, marches en bas du seuil permettent l'accès à l'intérieur. L'atelier, justement, a une forme oblongue, ce qui donc permet d'y installer un grand nombre de métiers à tisser et assure donc aussi un volume d'air assez important. L'air chaud donc monte vers le haut, donc ce qui fait que le bas reste frais. Alors, généralement donc on peut trouver donc 5 à 6 restaurants qui travaillent dans un même atelier, sans compter les apprentis. Les murs construits en pierre et en argile font 50 cm d'épaisseur et assurent ainsi l'isolation thermique. De plus, ils sont annuellement blanchis avec de la chaux vive qui combat la chaleur et consolide les parois des murs. Ces mêmes murs sont consolidés de contreforts qui assurent la solidité et la robustesse, permettant ainsi à l'édifice de voyager à travers les siècles. L'ensemble est surmonté soit d'une voûte ou parfois de plusieurs voûtes obliques disposées de l'extrémité à l'autre de l'atelier, comme c'est le cas bien sûr de l'atelier que je vais vous faire visiter. D'ailleurs, ce type de construction, ce genre donc architectural est unique en son genre dans le monde entier. On en trouve qu'à Djerba et on en trouve une dizaine, donc pas plus, d'ateliers qui ont des voûtes obliques. Ces mêmes voûtes justement permettent de faire écouler les eaux pluviales vers la citerne adjacente à l'atelier. La façade arrière est du même style que le fronton, ce qui donne un ensemble architectural cohérent et homogène. Et donc tout à fait en bas de la façade se trouvent 2 petites fenêtres parallèles à celles de la façade frontale, permettant ainsi de créer le courant d'air recherché en été. À l'intérieur, justement, des métiers à tisser de type horizontal sont disposés en rangées, séparés de 2 mètres, laissant ainsi une sorte de couloir permettant le passage à l'intérieur pour les tisseurs et leurs apprentis. Alors, le métier à tisser est de type horizontal et s'articule autour d'un cadre en bois qui soutient deux axes cylindriques en bois disposés en parallèle. Sur le premier, on enroule l'étoffe et sur le second sont enroulés les fils de la chaîne et soutient aussi un large peigne suspendu au moyen d'une corde à la barre supérieure et qui sert à tasser le fil de la laine. Et tout à fait en bas, donc, on voit 2 leviers ou bien pédales situés, donc liés à l'ensemble avec 2 cordes et qui permettent de faire croiser les fils de la chaîne. Donc, assis sur une planche placée à l'arrière du métier, le tisserand glisse sa navette dans l'entrecroisement des filets des fils de la trame, puis tire vers lui le grand peigne pour tasser le fil à l'étoffe déjà enroulé sur l'axe en bois cylindrique. Ensuite, il appuie avec son pied sur le levier pour faire de nouveau croiser les fils de la chaîne dans le sens inverse, créant ainsi une ouverture permettant le glissement de la navette contenant la bobine de fils de laine. Ces gestes accomplis avec les mains et les pieds sur un rythme effréné se répètent continuellement à longueur de la journée jusqu'à l'achèvement de la pièce, c'est-à-dire de la couverture. Alors, par contre, l'apprenti assis à même le sol fait divider la pelote de laine placée sur un tambour en aisé en enroulant la file de laine sur des bobines en roseau. Le rouet en question est formé d'une roue en acier ou en bois reliée à un axe au moyen d'une croix en caoutchouc. Une manivelle fixée au centre de la roue permet de la faire tourner. La file de laine enroulée sur la bobine
placée dans l'axe permet à elle aussi de faire tourner le tambour en osier sur lequel est placée la pelote de laine. Ainsi fonctionne le mécanisme du rouet.